Bonjour à tous, nous revenons aujourd'hui pour une vidéo spéciale dédiée aux boîtes PDK. À l'époque, nous avons réalisé une vidéo moteur qui semble avoir plu, un sujet très technique, et aujourd'hui on recommence avec un sujet encore plus pointu pour aller dans cet univers assez méconnu. Pour mémoire, qui sommes-nous? Nous sommes Flat à Lyon, un spécialiste, un expert si j'ose dire, des gros sujets, moteur, boîte de vitesse, tout ce que vous voyez chez nous, ce ne sont que des gros problèmes. Nous avons également Flat à Francfort, en Allemagne, et travaillons actuellement d'autres projets sur l'Italie et l'Espagne. Donc tous les gros sujets, moteur, boîte de vitesse, c'est pour nous. C'est pour ça que je pense qu'on est assez bien placé pour vous expliquer comment fonctionnent ces boîtes. Donc si on veut aller un peu plus commencer notre historique autour des boîtes de vitesse, on va commencer tout simplement par la boîte Sportomatic en 68 sur la type F. C'est les débuts de Porsche dans la boîte automatique, un début qui n'aura pas marqué franchement l'histoire. Ils vont rapidement passer dès les années 70 sur la boîte Mercedes, une boîte qui sera quand même très lente et très peu efficace. Donc la boîte automatique jusqu'à présent, c'est pas un succès chez Porsche. Il faudra attendre 89 et la boîte Tiptronic qui va arriver sur la Porsche 964 pour commencer à avoir des boîtes assez efficaces. En tout cas, un bon début. On va voir cette Tiptronic qui apporte surtout la possibilité de passer ses rapports de manière séquentielle. On peut choisir son rapport. Ça commence à être intéressant. Cette boîte Tiptronic va se développer et continue à vivre jusqu'à aujourd'hui. Elle est encore présente sur les Cayenne. Ensuite, en parallèle, dans les années 80, Porsche travaille le sujet de la PDK, donc qui n'est pas d'hier. Entre 80 et 90, on va avoir la 956, la 962 qui vont commencer à travailler ce sujet PDK. Sujet qui fonctionne bien. Des boîtes efficaces, rapides, performantes, mais qui chauffent, qui sont lourdes, qui sont grosses, qui sont très difficiles à appliquer sur un modèle de série. Donc il faudra presque 20 ans à Porsche pour enfin faire en sorte que cette boîte arrive dans les voitures de série. À partir de 2008, la 97 phase 2 reçoit la boîte PDK. Qu'est-ce que c'est précisément cette boîte PDK? On va vous parler des problèmes, mais avant on vous explique comment ça marche. La boîte de vitesse PDK se compose de deux sous-boîtes intégrées dans un carter. Chaque boîte possède son propre embrayage, conçu sous forme d'un embrayage humide immergé dans un bain d'huile. Les deux embrayages relient les deux sous-boîtes via deux arbres de commande indépendants, transmettant le couple moteur en alternance en fonction du rapport choisi. Le principe, un processus de croisement. Lorsque la première boîte passe le rapport, la deuxième boîte présélectionne le rapport directement supérieur. Au signal de changement de rapport, l'embrayage 1 s'ouvre en quelques millièmes de seconde, tandis que l'embrayage 2 se ferme. Le changement de rapport est quasi imperceptible. Vous avez donc compris dans les grandes lignes comment fonctionne une boîte PDK. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, on comprend tous que la PDK nous apporte souplesse, performance, efficacité par rapport à notre précédente Tiptronic. On n'a plus des passages de rapport extrêmement lents qui peuvent donner des à-coups. Bref, la performance n'était pas là. Donc oui, la PDK est performante, nul doute, c'est efficace, ça fonctionne bien. Maintenant, est-ce que ça fonctionne toujours bien? Eh bien, pas forcément puisqu'on en parle. Bon, on profite de l'instant, vous venez récupérer votre PDK, vous pouvez nous expliquer comment s'est passée la panne au départ? En fait, j'ai eu déjà des premiers à-coups sur ma boîte, des rapports qui avaient du mal à passer. Parfois, ce problème-là disparaissait lorsque je remettais le contact. Parfois, j'ai dû rouler avec, en boîte manuelle parce que les rapports ne passaient pas automatiquement, ou monter très vite sur 6 ou 7e rapport alors que j'étais à moins de 100 km/h. Pendant plusieurs mois, le problème n'est plus apparu, donc je me suis dit que c'était un peu la chance. Et puis un jour, il est réapparu et là, en fait, la boîte s'est mise carrément en sécurité, de manière à ce que je ne pouvais plus rouler du tout. Alors, en général, ce qui se passe très souvent, c'est qu'effectivement, on a ce genre de choses qui se passent. Plusieurs ratés, défaut de fonctionnement. Ensuite, coupure bas-côté de la route. Bien souvent, on coupe le contact, on redémarre et ça repart pour un certain temps. C'est ça. Mais arrive un moment, ça marche plus. C'est exactement ça. Vous êtes allé à un centre Porsche peut-être aussi? Alors voilà, j'ai fait. Alors c'était pas un centre Porsche, mais c'était un préparateur plutôt qui m'a fait le diagnostic et qui m'a recommandé de venir chez vous en tant que spécialiste des boîtes PDK.
Aujourd'hui, on a pu découvrir pas mal de problèmes. Je pense qu'on a fait le tour de tous les problèmes, que ce soit des bruits, des à-coups, des grincements, des voyants, des mises en sécurité. Tous ces problèmes-là sont un peu différents et dépendent des PDK parce que les PDK, ça n'est pas une seule, c'est plusieurs boîtes PDK. On va avoir la boîte PDK qui est dédiée au 911, Cayman et Boxster, et puis celles qui sont dédiées au Macan, celles qui sont dédiées au Panamera, et puis on parlera un tout petit peu des Cayenne, parce que eux n'ont jamais reçu de boîte PDK, ils en sont encore sur la Tiptronic. Commençons notre sujet par la 911 Boxster Cayman. C'est la même famille, c'est la même conception, il n'y a pas de différence. Toutes sont fabriquées par ZF en Allemagne, en collaboration avec Porsche évidemment. Tous deux ont travaillé en collaboration pour fabriquer cette boîte. Cette boîte, vous la voyez montée sur la 991 qui est là. Elle est également montée, donc, comme je vous le disais, sur les différentes générations de 97 phase 2, 87 phase 2, 91 phase 1, 91, etc. jusqu'au 92 en fait. Donc toutes les 911 Boxster reçoivent ce modèle qui a très peu évolué depuis 2008. Voilà donc une PDK. Comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente, dans le schéma que nous propose Porsche, vous avez donc une partie mécanique. Les pignons qu'on retrouve dans une boîte manuelle sont ici, baignent dans une huile de boîte mécanique, 75-90, quand la partie automatique, les embrayages, sont ici, eux baignent dans une huile différente dédiée aux boîtes double embrayage. Alors attention aux huiles aussi, parce que on veut bien parler des problèmes qui peuvent se passer, parce que Porsche a pu faire des erreurs ou ne pas voir venir certaines problématiques de chauffe, de température, comme dans les moteurs. Mais il y a aussi l'entretien qui compte, et trop souvent les gens oublient l'entretien, parce qu'on leur a souvent dit que l'entretien n'était pas nécessaire, que les boîtes automatiques c'était à vie. C'est une lourde erreur. Une boîte automatique PDK se vidange tous les 60 000, 80 000 km maximum, et on fait attention aux huiles, parce que là aussi, dans toutes les PDK, ce que je vous disais précédemment, il y a différentes huiles, donc on ne va pas prendre des raccourcis, faire des hypothèses, pour ensuite se retrouver en panne. C'est d'ailleurs une vraie difficulté pour nous aujourd'hui sur tous les différents modèles, de boîtes, moteurs, etc. Le nombre d'huiles est incalculable, même parfois chez Porsche, on reçoit des voitures en panne, parce que Porsche ou des indépendants ont pu faire une erreur d'huile. Donc soyez vigilants, l'entretien d'une PDK, c'est aussi beaucoup d'erreurs que vous ne verrez pas, de problèmes que vous ne verrez pas si vous faites les choses correctement au début. Donc, comme je vous disais, partie mécanique, partie automatique, voilà la conception globale de cette boîte de vitesse. Maintenant, est-ce qu'on a des problèmes sur la partie mécanique? Sur la 911 Boxster Cayman, c'est plutôt rare qu'on ait des problèmes de pignon. Les synchros sont là, comme sur les précédentes boîtes manuelles. Donc on est quand même dans la conception d'une boîte manuelle ici, mais comme vous l'avez vu, pilotée indépendamment par de l'électronique, par des embrayages, par des fourchettes. Ce qui est important de comprendre, c'est que si les problèmes ne viennent pas de la partie mécanique, c'est forcément de l'électronique qui nous pose souci. Beaucoup de capteurs baignent dans l'huile. Donc les capteurs électroniques dans l'huile, ça ne fait pas toujours bon mariage. Donc c'est 5, 6, 8 capteurs qui seront l'origine de différentes pannes. Quel type de panne? Donc comme on a pu en parler, ça va être un voyant qui s'allume. Au début, pas trop de problème, vous dites tiens, un souci, le voyant s'éteint, vous continuez à rouler. Puis des à-coups, puis des problèmes de fonctionnement, jusqu'au jour où vous tombez en panne sur le bord de la route, coupez le contact, vous redémarrez. Ça repartira possiblement, une fois, deux fois, mais au bout du fois, elle ne repartira pas. Donc il faut nous informer rapidement, on pourra réparer. Ce sont des capteurs que nous remplacerons. Nous avons développé avec des partenaires américains des capteurs qui fonctionnent très bien, il n'y a pas de retour, on est sûr, on sait vous garantir vos boîtes 1 an lorsqu'on remplace ces capteurs. Donc les capteurs électroniques, c'est une grosse problématique pour ces boîtes-là. C'est 7, 8 pannes sur 10, mais pas que. On va aussi avoir des usures, l'usure des embrayages. Ça va arriver autour des 100 000, mais aussi des gens font de la piste. Donc ça nous amène une usure prématurée. Donc embrayage, capteur, mécanique, pas trop sur cette boîte-là. On va voir des symptômes qui sont principalement des voyants, mise en sécurité. Mais pas que. La dernière problématique que connaissent nos boîtes de 911, c'est une fuite interne. Celle-ci, elle nous a été extrêmement compliquée. On a eu beaucoup de mal à trouver des solutions techniques. Ça demande vraiment beaucoup de temps, puisque vous comprenez que mes arbres qui sont ici, on est obligé d'absolument tout démonter dans la boîte de vitesse. On part vraiment à zéro, et encore là, on n'a pas terminé.
c'est pour vous donner donc que nos deux arbres sont ici partiellement immergés dans la partie mécanique et ici automatique. Donc entre les deux cloisons, donc on est à peu près à ce niveau-là, entre les deux cloisons, on va se retrouver à avoir cette pièce qui assure l'étanchéité entre la partie mécanique et automatique. On a donc cette petite pièce avec des joints SPI, cette pièce que vous voyez ici. On a donc une cloison, une mise à l'air pour faire en sorte qu'on n'ait pas trop de pression dans la boîte de vitesse. Donc si vous me suivez, mécanique, automatique, cloison étanche. On a besoin d'une mise à l'air pour éviter la surpression dans la boîte. Cette mise à l'air est ici, entre deux joints SPI. Quand nos joints SPI commencent à fuir, on va se retrouver à avoir une huile mécanique ou automatique qui ne va pas se mélanger avec l'autre, puisqu'on a deux joints SPI, l'un de chaque côté, mais on va avoir cette huile qui fuit à l'extérieur. La mise à l'air va fuir, et à ce moment-là, on va nous dire comment faire. Comment faire, c'est un peu le pire scénario qu'on puisse connaître comme problème PDK. Ça se répare, ça ne coûtera pas 15 000 € en échange standard chez Porsche, mais on sera quand même sur un budget assez élevé qui vous coûtera dans tous les cas la moitié du prix que vous auriez payé chez Porsche. Grosse enveloppe, mais il y a quand même une solution. On a refait fabriquer les SPI et ça fonctionne. Si on veut aller un peu plus loin dans les détails, on peut voir que c'est nouveau, on n'avait pas ça sur les boîtes mécaniques précédentes. On a des petites stries, interstices ou des petites marques sur chacun des pignons. Ça nous permet de retenir un léger dépôt d'huile en surface de chaque pignon afin d'assurer un meilleur graissage, une meilleure lubrification sur chaque pignon. Donc tous les pignons sont maintenant striés de sorte à retenir le petit dépôt d'huile suffisant à une meilleure lubrification de la boîte. Donc aujourd'hui, conception parfaitement mécanique, synchro, fourchette, etc. Du coup, nous avons cette mise à l'air qui arrive là. Cette vis est percée. Voici notre mise à l'air. Sur notre boîte, vous retrouverez sur le côté latéral la même vis, notre mise à l'air. Voilà pourquoi vous aurez des fuites sur le côté latéral de votre boîte. Vous savez maintenant pourquoi. Bon courage si vous voulez vous armer de patience pour faire ce travail-là, qui est un travail colossal, qui nécessite de l'outillage, du temps, de la patience et des outils ensuite informatiques pour recalibrer, retravailler l'ensemble du fonctionnement de cette boîte-là. Nous parlions un peu plus tôt des PDK. Donc voici la deuxième PDK. La 911 Boxster Cayman, la Panamera. Toutes les Panamera n'ont pas reçu une boîte PDK. C'était une option dont vous pouviez choisir entre la Tiptronic ou la PDK. PDK, on la retrouve du coup très souvent sur les turbos, pour la plupart du temps d'ailleurs sur les turbos. Même conception, même conception. Partie mécanique, partie automatique, mise à l'air, on n'a heureusement pas de problème sur celle-ci, pas encore en tous les cas. Donc vous allez être confronté à différents types de problèmes, puisque le fabricant est le même, c'est ZF également qui a fait cette boîte. Des problèmes de voyants, problèmes de mise en sécurité, des problèmes d'à-coups, des boîtes souvent moins chères à réparer, un peu plus accessibles en termes de capteurs, ça demande moins de temps, c'est moins complexe. Donc la réparation de la Panamera, de la boîte de Panamera en PDK, pour nous, n'a pas de secret, elle se répare plutôt bien. Donc les capteurs électroniques, pas un gros enjeu. Par contre, on a dû créer une boîte beaucoup plus massive pour une voiture qui devait encaisser des chocs importants d'un gros V8. Donc la boîte est un peu différente, malgré tout. Il nous faut encaisser la puissance d'un gros moteur. On n'a pas besoin de la sportivité, de l'efficacité pure de celle de la 911. Globalement, il n'y a pas de grands écarts. On va noter qu'une grosse problématique sur ces boîtes-là, par contre, ce sera des problèmes de pression interne. Ça va nous amener à avoir ce qu'on appelle chez nous le défaut 3-5-7. Le 3-5-7, c'est que sur un arbre, donc puisque les rapports sont pairs ou impairs, sur un arbre, on va avoir des à-coups, voire des bruits, des sensations, toujours sur les rapports 3, 5, 7. C'est une panne qu'on connaît très bien chez nous, qui sont dus à des problèmes de pression interne. On arrive à rétablir la pression en travaillant la pompe à huile, etc. On doit ouvrir, travailler partiellement l'intérieur de la boîte et on récupère 100% d'efficacité. On n'a aucun retour suite à ces réparations-là. Donc ZF, même problème, capteur, plus facile à changer. Un nouveau problème méconnu sur les 911, le 357. Puisque nous avons vu deux boîtes, la dernière boîte PDK, c'est celle du Macan.
le Macan qui se trouve derrière moi. Toujours même conception, hein. Une conception mécanique, une partie automatique, entre les deux, une cloison, des capteurs qui ne nous posent pas trop de problèmes. Pourquoi? C'est pas ZF qui a fait cette boîte, c'est Aisin, une société qui appartient à Toyota, le leader en termes de transmission. Donc cette boîte est plutôt très fiable en termes de capteurs. On n'a pas forcément d'à-coups, on n'a pas forcément de mise en sécurité. On a des problèmes différents un peu sur le bloc hydraulique, le mécatronique. Il est assez complexe et assez difficile à calibrer parce que contrairement aux précédentes boîtes PDK, le calculateur est intégré au mécatronique. Il est dans l'huile, il baigne dans l'huile et il doit être programmé. Celui-ci est un peu compliqué pour nous, on a encore des petits sujets à travailler avec nos experts, mais on les répare dans 100% des cas, parce que de toute façon, la plupart des problèmes qu'on connaît sur cette boîte-là, contrairement aux ZF, cette boîte extrapolation Toyota, c'est des problèmes de pignonnerie. Donc très souvent, au départ, les clients arrivent vers nous et nous disent « j'ai un bruit quand je roule, je ne comprends pas trop, quand je passe la 5e ou quand je passe la 7e, j'ai un bruit, on dirait une serrure de coffre. Et en fait, ce n'est pas un bruit de serrure qui s'ouvre ou qui se ferme, c'est le synchro, c'est le pignon qui est abîmé. Beaucoup de travail pour remplacer un pignon dans une boîte comme celle-ci, mais on les répare dans 100% des cas. Je vous dis qu'il faut faire l'entretien, c'est important. Qu'est-ce que l'on fait lors d'un entretien? On remplace le carter inférieur qui fait également office de filtre à huile. Donc ce filtre va se charger de particules, donc c'est important que cette pièce soit remplacée. Le coût important d'une vidange PDK provient essentiellement de cette pièce qui aujourd'hui, en 2025, chez Porsche, est facturée un peu plus de 350 €. Lorsqu'on enlève notre carter inférieur, on se retrouve du coup à avoir accès à ce mécatronique, à ce bloc hydraulique. À quoi sert cette pièce? Ça sert tout simplement à recevoir les informations qu'envoie le calculateur à la boîte pour lui dire « ouvre-toi, laisse passer le flux » et ainsi libère la fourchette qui va ensuite déclencher le passage de vitesse. Donc c'est un peu la même conception qu'une boîte Tiptronic, hein. On a aussi un bloc hydraulique qui envoie la pression, qui ouvre et au lieu de faire bouger les disques d'embrayage, va nous libérer et faire déplacer les fourchettes. Donc si la pression est insuffisante, la fourchette peut se déplacer de manière insuffisante et ensuite on peut avoir des accros, des à-coups. Très souvent, le fait de ne pas vidanger une boîte automatique, qu'elle soit Tiptronic ou PDK, on va avoir des impuretés qui seront présentes dans cette pièce, hein, comme vous le voyez. Ça doit être chirurgical. Ça doit être extrêmement propre, sans quoi les impuretés déposées vont venir boucher des conduits, des orifices, et vous aurez des boîtes qui auront des à-coups, des soubresauts parce que le capteur, le circuit est partiellement bouché, obstrué, bloqué. Donc il est important de comprendre ce que l'on fait lorsqu'on fait un entretien, à quoi ça sert, comment ça marche. Aujourd'hui, vous avez déjà beaucoup plus d'informations. Dernier sujet qu'il nous faut aborder, le volant bimasse. À quoi ça sert un volant bimasse? Jusqu'à présent, le volant bimasse n'existait que sur les boîtes manuelles. Il permettait de transférer la puissance du moteur vers la boîte sans avoir d'à-coups majeur. Il amortit. C'est un amortisseur de la puissance du moteur. Donc, c'est une pièce essentielle sur nos boîtes PDK. C'est aussi une problématique qui existe sur toutes les PDK. Parfois, vous aurez des à-coups, des soubresauts, voire des fuites entre le moteur et la boîte. Ça peut provenir du volant bimasse. À l'intérieur, on a de la graisse, de l'huile, et ça peut générer des fuites. Beaucoup de problèmes de bimasse sur les 91 GT3. C'est un sujet à pas négliger. Ça nous amène à la transition vers nos Cayenne. Pourquoi sont-ils restés, eux, en boîte Tiptronic? Ils sont restés en boîte Tiptronic parce que la puissance de notre véhicule fait qu'un convertisseur de couple sur une boîte automatique est nettement plus facile à gérer, on a beaucoup moins de retours, beaucoup moins de problèmes, c'est moins difficile de gérer ça avec un convertisseur de couple qu'un volant moteur. Dernière parenthèse, c'est également Aisin, la filiale de Toyota, qui fournit aujourd'hui les boîtes Tiptronic pour Porsche. Notez que l'intégralité des pièces que l'on peut remplacer sur nos boîtes, toutes les boîtes qu'on répare, on utilise de la pièce origine. On est sur des pièces origine Porsche lorsqu'elles existent. Lorsqu'elles n'existent pas,
on n'a pas le choix, on fait fabriquer ou on trouve de l'adaptable, mais lorsque la pièce existe chez Porsche, on monte 100% de pièces origine Porsche. Pour conclure, que penser de nos PDK? C'est un cauchemar, c'est un rêve. Comme évoqué, c'était le rêve des techniciens, c'est aussi, finalement, le rêve et la perfection pour 98% des clients qui détiennent une PDK. Malheureusement, le 2% existe, il y a des problèmes, on peut les corriger. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas réparer. Donc que ce soit chez Flat à Lyon, chez Flat à Francfort, n'hésitez pas à nous contacter, on saura vous aider sur ces différents problèmes. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, les problèmes moteurs, on les connaît, des 91, des 92, des GT3 RS. Il n'y a aucun moteur que nous ne sachions faire. Nous avons une équipe de 45 personnes sur notre entité, donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous nous rendrez également service si vous voulez bien vous abonner à notre chaîne. Ça nous montrera qu'il y a un intérêt pour des sujets aussi techniques. Et si on voit qu'effectivement ça plaît, à ce moment-là, on poursuivra et on reviendra avec des nouvelles vidéos qui seront tout aussi techniques, tout aussi pointues, parce que ces sujets sont rarement abordés. Donc pensez Flat, Francfort, pensez Flat à Lyon, et bientôt sur l'Italie et sur l'Espagne. Donc pensez Flat, on est là, on vous apporte des solutions et pensez à vous inscrire. Merci, à bientôt.